Bonjour Victoria. Salut Thierry. J'étais un peu trop près de la caméra. C'est un peu bizarre, hein. Mais oui, mais je suis tellement impatient de ce rendez-vous que voilà, j'étais. Ah. Comment vas-tu? Écoute, c'est génial. Il paraît que c'est l'été, mais c'est pas. Ouais, un été avec un week-end bien pluvieux. Du coup, peut-être que vous êtes comme nous à avoir travaillé durant ce week-end. Ça change du télétravail, hein, dans ce genre de choses. Ça change de notre vie, tiens. Oui, voilà. En tout cas, nous, on est très contents de vous accueillir à bord de ce nouvel épisode de Comin Mag Live avec un invité qui a profité des quelques dizaines de secondes qu'il y avait avant de lancer ce live pour une pause biologique. Comme ça, vous savez tout. Voilà, on le met à l'aise parce que, a priori, c'est un invité très très sympa. Mais tu me diras, Victoria, on n'en a que des sympas. Donc, Sympa. c'est pas trop difficile. Voilà. Alors, avant de faire connaissance avec notre invité qui nous attend patiemment dans le fond du studio, et avant de découvrir qui nous soutient pour ces séries d'épisodes de Comin Mag Live avec une petite bande promo sous la forme d'une mini-image fixe, on tenait à vous remercier. Vous êtes très très nombreux sur LinkedIn. Nous fait plaisir que ça se passe sur LinkedIn. À partager, à liker, à commenter. Ça nous donne envie de réfléchir, hein, Victoria, sur la grille d'été, hein, comme on l'utiliserait en télé, en radio. On se pose des questions parce qu'on vous avait dit qu'on allait faire une pause. Mais peut-être que... C'est fou, hein. Oui, peut-être que on va faire autrement. Mais enfin, bon, bref. Après. Alors, avant qu'on ait trouvé la solution, on va tout de suite passer au meilleur de la pub, le cinquième du nom, meilleur de la pub 2020. On vous le rappelle, il aura bien lieu. C'est en septembre prochain que se tiendra cette cinquième édition pour laquelle vous avez le droit de proposer vos plus beaux projets, vos plus belles créations avant le 7 août. Parce qu'effectivement, passer cette date, ça va être un peu compliqué de trier tous vos projets. Et puis il y a une particularité sur ce meilleur de la pub 2020, Victoria. Oui, alors cette année Covid, on l'avait dit dès le départ pour aider les agences, et c'est vrai que c'est notre petit coup de pouce. Donc pour toute campagne enregistrée, la deuxième catégorie est gratuite. Voilà. Et puis sur le visuel, sur le site, parce qu'on a reçu plusieurs mails, c'est écrit 7 août pour la fin des inscriptions. Voilà, vous avez encore le temps. Voilà, je pense que on verra en fonction de ce qu'on va recevoir. Il y aura peut-être une catégorie Covid sur des thématiques. Si vraiment on a beaucoup de thématiques Covid, on verra comment on les traitera. Et puis, on vous annoncera aussi, parce que c'est aussi un des mails que j'ai reçu, on vous annoncera aussi le jury. Pour l'instant, il n'est pas constitué. Ne vous en faites pas, on le fera en ligne, donc il n'y aura pas de problème avec les jurés. Voilà. Donc, tout ça, ça vient, mais bon. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Et puis vous avez en gros un mois et quelques jours, un mois et une semaine avant l'échéance pour sortir vos projets. Vous êtes plusieurs agences, plusieurs professionnels à nous poser la question. C'est le 7 août, la deadline pour sortir vos projets. On en voit passer. Merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire maintenant, puisqu'on vous le disait, peut-être juillet et août, on va pas s'arrêter de travailler. Donc c'est l'occasion de sortir du bois. Alors à propos de sortir du bois, qui c'est qu'on fait sortir du bois aujourd'hui sous la forme de l'invité du jour, Victoria? Écoute, aujourd'hui, ça me fait particulièrement plaisir d'avoir David Pivoda. Bonjour David. Alors, fondateur et directeur de l'agence Une. Comment vas-tu, David? Je vais bien, je te remercie. Ça fait longtemps qu'on ne se voyait plus et ça me fait très plaisir de t'avoir à ce live. Alors, je vais peut-être donner la définition aujourd'hui de ton agence parce qu'une des particularités avec toi, et c'est pour ça que ça me fait d'autant plus plaisir de te recevoir, c'est que tu es un vrai entrepreneur et que tu n'as pas cessé de changer, de trouver de nouvelles idées. Et donc aujourd'hui, cette agence Une, elle se positionne de la manière suivante, agence digitale et recrutement full service. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, c'est encore une nouvelle idée. Donc David, peut-être ce serait intéressant d'expliquer tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Parce que franchement, tu as toujours été un créatif, de changer, de trouver de nouvelles idées. Le meilleur d'entre tous. Et donc aujourd'hui, cette agence Une, tu n'as pas se positionne de la manière de créer des agences, de recommencer, de remettre le métier sur l'ouvrage. Alors, explique-nous peut-être ton parcours, et puis qu'on le comprenne, et puis qu'après, on essaie de comprendre quelle a été toujours cette force créative et d'entrepreneuriat que tu as eu. Franchement, tu as toujours été un créatif. Demande comment changer de parcours.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Alors, bon, moi, de façon assez classique, j'ai fait partie au fait de la première volée de Polycom qui avait été créée par René Engelmann. Et c'est vrai que pour moi, ça avait été vraiment une révélation parce que j'avais de la peine à me trouver dans le commerce. J'ai eu des expériences plus au niveau stylisme, créatif, et j'avais de la peine à vraiment pouvoir structurer au fait ma créativité. J'ai commencé au fait avec cette formation, et puis j'ai eu la chance au fait de faire deux stages, un très proche notamment de Gérald, et puis après commencer au fait avec deux pieds, une grosse envie à Publicis. Et c'est vrai que Publicis, ça a été une école fantastique parce que ça m'a permis au fait de travailler sur des grands comptes. Et souvent, quand j'ai des jeunes que je reçois, que je forme, que je prends de chez Créa, de chez Polycom, en fait, le grand client avec toutes ses problématiques, toute son exigence, est une école au fait de vie professionnelle qui est assez extraordinaire. Et puis, j'ai commencé en tant qu'account, gestionnaire au fait de clients, et c'est vrai que ça a été un apprentissage assez extraordinaire. J'ai travaillé pendant 2 ans et demi, quasi 3. Puis après, j'ai intégré au fait la structure de planning stratégique de Gérald qui s'appelait le Lab. Donc là, on bossait essentiellement pour Simco. Juste avant sa vente au groupe Saatchi. Et puis, il y a maintenant 20 ans, en 2001, j'ai décidé au fait de créer ma première structure. Alors, je commençais à avoir quelques touches avec des clients qui avaient des petits besoins. Et puis forcément, en tant qu'un peu touche à tout, étant ouvert forcément sur les questions du domaine artistique, graphisme, etc. Et n'ayant pas les moyens en fait d'engager un graphiste, j'avais ma petite structure où j'avais vraiment un vrai savoir-faire sur la dimension stratégique, accounting, gestion. Et puis, j'avais des idées au niveau graphisme, donc je me suis, j'ai appris sur le tard la gestion et la maîtrise au fait de ces outils. Et pendant 2 ans, 3 ans, j'ai eu mes petits clients, j'ai eu mes petites expériences, et j'ai eu la chance au fait d'avoir la confiance d'un gros client qui était Harry Winston, qui m'a donné des éléments de corporate, des éléments de campagne, des éléments au niveau événementiel. Et puis c'est à partir de là que j'ai pu structurer un peu mon agence en engageant d'abord un premier dev après 2 ans. Donc en 2002, 2003, on a commencé à faire des sites internet. Et puis après, j'ai engagé un DA qui était d'abord un graphiste et qui est devenu un super DA. Et puis à partir de là, au fait, c'est vrai que j'ai eu une évolution qui a été assez intéressante dans le sens où on a toujours commencé à avoir une très bonne base de clients très locaux. Et puis après, comme tout, en fait, tu arrives à passer certains écueils, tu fais un boulot qui est assez sérieux, tu arrives à démontrer une forme de créativité. Et puis après, bon, en fait, les clients nous ont fait confiance, des clients de plus en plus importants, jusqu'à faire en fait des campagnes nationales. Et à côté de ça, en fait, dans mon ADN, hein, qui est difficilement compréhensible, pas ici, hein, c'est vrai qu'on voit que les mentalités évoluent beaucoup. J'ai toujours eu, en fait, un projet entrepreneurial. C'est-à-dire que j'ai toujours eu l'agence plus quelque chose. Donc, ça a commencé, au fait, avec la création d'une assiette à spaghetti, une assiette qui permet de manger des spaghettis sans cuillère, qui a été vendue à peu près 1 million d'exemplaires sur 17 marchés. Donc, on avait créé une SA, on a gagné beaucoup de prix en termes d'innovation, notamment des bourses. On a été distribué chez KaDeWe, chez John Lewis, au printemps à Paris. Donc, on a réussi à avoir un beau petit succès, pas suffisant pour faire tourner une boîte de 5 personnes qu'on a quand même fait tourner pendant 5 ans. Et puis, c'est vrai que Zephyr, à l'époque, en fait, j'ai toujours eu ces produits qui étaient un peu plus à l'international, qui étaient distribués à l'international, et je pense qu'il a toujours donné un peu cette aura, en tout cas cette notoriété à ma structure, en sachant que pour moi, ça a été mes meilleures expériences, parce on a fait tout faux. Dès le début, avec cette spaghetti, nos stratégies étaient fausses. On pensait qu'on allait révolutionner en fait le marché de l'art de la table, mais on s'est pris des murs qui ont été monstrueux. Et ces murs, en fait, m'ont toujours permis d'avoir une forme d'acuité plus fine dans les conseils, notamment stratégiques, créatifs, que je pouvais donner au niveau de mes clients. Donc, j'utilisais, en fait, ces projets
pour me prendre des bonnes plâtrées, mais en même temps, c'est-à-dire que j'ai toujours eu cet espoir de vouloir en faire des succès. Ça a été des succès, c'est-à-dire à mon niveau. Maintenant, est-ce que ça a été des succès internationaux? Ça l'a pas été, même si on n'a pas été loin de notamment la vendre à l'époque à Buitoni, qui avait été racheté par Nestlé, et qui aurait été un magnifique happy end. Donc, j'ai eu l'Assiette à Spaghetti. Après l'Assiette à Spaghetti, j'ai créé un concept au fait d'événements artistiques où j'ai présenté 260 artistes. Art Sense. Voilà, Art Sense. J'ai encore des bouteilles. On avait monté au fait ce concept Art in the Bottle où chaque artiste qui était présenté sur nos événements avait 1 million en fait, d'étiquettes qui étaient imprimées avec son œuvre artistique. Donc ça a été un super succès, notamment de soutien des jeunes créatifs, des jeunes artistes qu'on a ici en Suisse romande, qui est un berceau en fait, créatif qui est extraordinaire. On le voit maintenant avec les Cannes, on le voit aussi avec la Aide, on le voit dans d'autres régions où on a une qualité créative qui est assez extraordinaire, qui est vraiment enviée par d'autres pays. Donc ça, je l'ai fait pendant 3 ans. Puis après, j'ai été happé par ma passion du football. Et j'ai eu la chance, et là, ça a été ma love affaire la plus tempétueuse avec le Servette FC, où j'ai été vice-président du Servette FC pendant 4 ans, en charge du marketing et de la communication, où j'ai aussi eu mes petits succès, c'est-à-dire que quand j'ai commencé, on était une moyenne de 600, 700 spectateurs de moyenne, et puis avec l'addition en fait, des concepts, des idées que j'ai pu mettre en place avec forcément une magnifique équipe à l'époque où on s'était dit, mais les Genevois, ils sont tellement difficiles, ils sont tellement durs, c'est pas un Servette Vollen où tu vas faire venir des spectateurs. Par contre, si tu organises un Viva Portugal avec des stands de bouffe portugaises, avec des spectacles à la mi-temps, avec des incentives, avec un Portugais qui venait avec son maillot du Sporting, il avait son entrée réduite ou son entrée gratuite. Et puis, en fait, on a monté tout un concept communautaire jusqu'à acheter des joueurs en fonction des communautés qu'il y avait à Genève, et puis qui a permis de créer, en fait, des espèces, une sorte d'émulation par... L'event dans l'event, quoi. Ouais, voilà. Et c'est vrai que là, ça a été quelque part une de mes plus belles expériences que j'ai adorées, parce que déjà, j'adore le football. Deuxièmement, j'adore le Servette. Troisièmement, c'était populaire et j'aime plus que tout mettre en place au fait, des concepts, faire plaisir au travers en fait, de mon métier. Puis là, j'ai vraiment eu l'impression en fait, d'être à ma place en mettant dans des environnements qui ont été très compliqués. J'avais commencé avec Paco Vinas, après c'était Magic Pichard, donc avec une personnalité qui était assez complexe. Au final, avec le recul, tout n'était pas si noir que ça avec cette personnalité. Par contre, en fait, quand j'ai arrêté, j'ai donné ma démission. En fait, ça a été tellement, tellement fort, tellement engageant que j'ai eu vraiment un coup de down où je pense qu'on l'a tous un peu vécu en fait, dans nos carrières où on n'a plus l'envie de rien. Et du coup, j'ai recommencé en fait, avec mais vraiment. Pardon. Là, donc, tu avais arrêté Zéphyr. Donc, tu avais lancé Zéphyr, créé Artsense. Tu as tout arrêté pour partir au FC Servette. Donc, quand tu as arrêté l'agence, pour toi, tu l'as perçu comme quoi? Comme c'était une étape et que c'était. Ça allait de soi que tu allais passer du côté de l'annonceur, ce qui est rare quand on crée une agence. C'est pas quelque chose que tu fais. Là, donc, tu avais arrêté l'agence, tu avais lancé Zéphyr. Oui, alors c'était pire que ça. Au fait, quand j'ai pris mes galons au sein du Servette FC, j'ai gardé mon agence. J'ai gardé mon agence, mais il se trouve que j'avais vendu une partie de mon agence au président du Servette FC, chose qu'il ne faut jamais faire. C'est-à-dire de mettre tous les œufs dans le même panier. Donc, à un moment donné, quand on n'était plus d'accord sur la stratégie du Servette FC et puis ce qu'on devait suivre, forcément, quand j'ai donné ma démission, ça a eu un impact assez terrible sur mon agence. Parce que forcément, qui prend quoi quand vous êtes à 50-50 qui rachète qui puis ça a été vraiment des discussions interminables entre avocats. Donc, à un moment donné, j'ai lâché le bébé. Et puis, assez rapidement, je ne me suis pas vu me mettre trop longtemps au vert. Donc, j'étais vraiment dans une dimension où j'avais besoin de me reconstruire par le bas et puis repartir tout petit. C'était comme si j'avais rien fait.
Et on est reparti au fait sur une structure à 3 dans un 30 mètres carrés. Et pendant 2-3 ans, on a eu nos clients historiques, notamment aussi au niveau politique, qui nous ont permis de remettre au fait le pied à l'étrier. Puis l'envie est revenue. Plus digital. C'est arrivé avec un angle beaucoup plus digital. Ça, c'était avec une déjà. Et on est reparti au fait. Et puis là, c'était vraiment en fait toute cette transformation qui n'était pas simplement une transformation, moi à mon niveau, qui était aussi une dimension pas spirituelle, mais un travail que j'avais fait sur moi-même, une envie de faire les choses différemment, de structurer les choses différemment, d'approcher au fait le client différemment. Et puis on est venu, c'est-à-dire avec une dimension beaucoup plus digitale à partir de 2002-2003. Et puis après, on est rentré au fait dans ces magnifiques bureaux qui sont une ancienne carrosserie désaffectée. Et puis, on a commencé à 3 dans 250 mètres carrés avec des immenses tables. Et puis, je savais que c'est un peu comme le principe des plantes. En fait, les choses, du moment où tu commences à avoir un espace, tu attires aussi des talents. Et puis, c'est ce qui s'est passé quasi jusqu'à maintenant. Alors, très très beau parcours et je tiens à te féliciter et te remercier personnellement pour les spaghettis parce qu'effectivement, ils ne se mangent pas avec une cuillère. Il était bon de le rappeler. Plus sérieusement, comme InMag Live a l'avantage et l'opportunité de présenter les agences, très souvent vous êtes nombreux à nous dire « Ah tiens, je ne le voyais pas comme ça, je ne voyais pas cette agence. » Je tiens à te féliciter. On va rentrer dans le vif du sujet. Que propose l'agence Une à ce jour comme type de service et puis sans forcément donner de nom, quel type de client, de clientèle tu as à ton portefeuille pour qu'on fasse bien connaissance avec ton agence qui a une bien belle voiture d'entreprise, je dois le reconnaître. C'est beaucoup. Alors, avant de parler de service et puis de compétences, je pense qu'il y a une philosophie qui m'est très chère, qui est appliquée, mais après je vous l'expliquerai de façon très transparente. C'est le Keep it straight and simple, qui est vraiment le motto, qui est même plus que le motto, qui est notre façon de fonctionner, c'est-à-dire essayer de rendre les choses le plus simple possible, compréhensible à un enfant de 5 ans. C'est vrai que moi je viens de l'école Publicis. L'école Publicis, c'est l'école où c'était des présentations à 120, 140 pages avec du planning strat, en veux-tu, en voilà, qui accouchait souvent de petites idées. Et puis l'idée au fait de toute cette évolution, c'était de rendre simple au fait l'approche, parce que notre métier, même s'il est ultra complexe dans ses interactions avec les clients, je pense que créativement, pour qu'une idée soit forte, il faut que le planning, que la base, que l'analyse au fait du marché, de la cible, du produit soit le plus tendu possible pour qu'on arrive sur la mono-idée qui va faire la différence. Et nous, on a le Keep it straight and simple qui est un peu partout au fait dans l'agence, qui est même gravé au fait sur une plaque. Alors moi, j'ai utilisé une de mes faiblesses pour en faire une force. Faire compliqué avec des beaux mots, des belles phrases, du léché, du kilomètre, c'est pas ma force. Ma force, c'est plutôt le coup de sprint, c'est le coup d'éclat. Et c'est vrai que on a vraiment essayé d'intégrer cette notion-là au fait de notre ADN, où de la prise du brief à l'idée créative, tout tenir en fait véritablement sur un one-pager, sur une page, que ce soit sur un site internet, que ce soit sur une application, que ce soit sur un concept vidéo, que ce soit sur une campagne de pub. Et par contre, cette page, c'est une page, il faut forcément énormément de temps pour rendre les choses comestibles, simples, et puis vraiment impactantes. Mais en même temps, moi, j'ai essayé vraiment d'aller vraiment au sucre. Et nos discussions, et on discutera peut-être du post-Covid après, c'est vraiment en fait même dans nos rapports humains, c'est-à-dire dans les échanges qu'on a dans des brainstorming au niveau des équipes, je demande toujours pas trop d'intro, pas trop d'extro, pas trop d'ego, pas trop de allons à l'essentiel pour vraiment essayer de sortir en fait véritablement cette idée forte. Après, en termes de compétences, ce que j'ai adoré, notamment dans mon époque Simco, Publicis, enfin mes expériences dans les grandes structures, c'est cette capacité d'offrir en fait un service quasi au fait 360. Et c'est vrai que ça a été toujours en fait mon objectif. Donc là, à l'heure actuelle, on est 15 personnes.
Ce qu'il y a d'assez particulier, c'est que il y en a 11 qui sont sur le floor genevois. On avait un petit bureau à Berlin pendant 6-7 ans. La personne est revenue à Berlin, du coup elle est repartie au fait dans une autre structure. Mais par contre, on a un pôle de dev, développeur front-end, back-end et motion designer au Kosovo, à Pristina. Donc là, à l'heure actuelle, il y a 3 personnes qui sont installées. Donc c'est vraiment un bureau, qui est basé là-bas. Et puis au niveau de nos compétences, donc ça va vraiment, donc on est capable, on l'a fait notamment pour l'aéroport de Genève, où on a travaillé sur une réalisation vidéo from scratch, vraiment du storyboard à sa réalisation, et tout est fait véritablement à l'interne. Et ça, je pense que c'est véritablement une force, parce qu'autant que ce soit du planning, l'accounting, de la réalisation, à la conception-rédaction, de l'illustration, tout est vraiment fait au fait dans notre pôle. Et puis, chacun des collaborateurs, j'ai aucun de mes collaborateurs qui sont mono, c'est-à-dire ils sont tous capables. Il y a un qui est graphiste mais qui est super bon en motion, une autre qui est graphiste mais elle est super bonne, c'est-à-dire en réal, en Final Cut. Un autre qui fait purement de la réalisation, mais qui est aussi capable de faire du graphisme. Un qui est motion designer spécialisé, mais il est capable de faire du dev front-end. Et puis moi, c'est un peu quelque part, ma force, c'est d'être un généraliste. C'est-à-dire que je suis capable, c'est-à-dire je suis un touche-à-tout. Quand je dois rentrer... vraiment... des autres sans avoir à le faire. Mais la question par rapport à ta cellule à Kosovar, déjà, bravo de le dire parce que beaucoup le font mais ne le disent pas. Est-ce que c'est parce que tu ne trouvais pas ces talents-là en Suisse romande c'est une question je dirais, d'optimisation de coûts quelle est la logique sans avoir un entrepreneur disons, d'avoir, de délocaliser une partie de ses forces? Alors, merci pour cette question. Alors, déjà, je le dis par fierté et d'avoir cette équipe, moi-même étant de père tchèque. Alors, on n'est pas en République tchèque, mais on n'est pas loin. Et je suis très, très fier d'avoir cette équipe, d'avoir fait ce choix au Kosovo. On connaît aussi les liens très forts qu'il y a entre le Kosovo et la Suisse. D'ailleurs, quand on se promène au Kosovo, il y a des statues de Micheline Calmiret un peu partout, à côté de Bill Clinton. Donc, il y a vraiment une proximité assez géniale entre Genève, la Suisse et puis le Kosovo. Donc, pour moi, ça s'est fait de façon assez naturelle. Parce que j'ai d'abord engagé un développeur front-end qui travaillait à Berne au sein de l'agence. Et puis, à un moment donné, je lui ai dit, mais essayons, ouvre-moi le réseau au Kosovo. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, ça a été une de mes meilleures décisions. Alors, pourquoi je pourrais vous dire, mais parce qu'on ne trouve pas les talents, c'est-à-dire en Suisse, et puis que le niveau des développeurs front-end, back-end n'est pas assez pointu en Suisse, c'est pas vrai. C'est-à-dire tous les talents, c'est-à-dire en Suisse, notamment avec les merveilleuses écoles qu'on a, notamment au sein de l'EPFL, on les trouve. Maintenant, c'est que le pré-Covid, l'avant-Covid, on est dans des situations où les agences de communication, ça devient de plus en plus dur. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de marge. Il n'y a plus le BSV 1765, la fameuse époque dorée où on chargeait en fait avec nos honoraires, on faisait l'addition en fait de. Les médias que les médias la créent. Voilà. Donc on est dans des médias, on est dans des marchés qui sont, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent à se faire. On paye les salaires. Si on arrive à payer les salaires et on arrive à dégager une marge, une petite marge que de toute façon on va réinvestir, que ce soit dans le matériel, dans l'informatique, dans la décoration ou éventuellement peut-être pour un petit voyage avec les équipes, c'est tout ce qui nous restera. Et je pense que, au fait, le pré et le post-Covid annoncent au fait un changement de paradigme qui est profond. Parce qu'on est dans un marché qui, l'impact au fait de ce post-Covid va être assez terrible au fait au niveau des agences. Moi, je le vois même à mon petit niveau. Et au fait, mon objectif, ça a été de se dire, mais attends, bouge. C'est maintenant qu'il faut bouger. Donc, il faut que tu fasses de l'optimisation. Il faut que tu puisses, quand tu fais un site ou une application, une web app, il faut que tu puisses en marger un tout petit peu plus parce que tu as juste envie d'avoir une trésorerie qui t'assure, au fait, à la fin de mois, la possibilité de payer les salaires. Et tous ces choix
ont été pas dictés. C'est aussi cette envie, finalement, cette aventure de se dire, bah, j'ai envie de tester au fait dans ce pays. Et j'ai eu un retour qui a été extraordinaire sur des gens que tu peux compter avec une qualité de code, avec une qualité de personnes, avec une qualité d'éducation, qualité humaine qui a été assez extraordinaire. Et d'ailleurs, l'autre shift que j'ai fait au niveau de ma structure, alors là, c'était plus lié au fait de... Je commençais à avoir certains clients qui disaient « Ah, mais ton équipe, elle est tellement géniale, envoie-moi un de tes gars pendant une à 2 semaines chez moi pour qu'il y ait une mise à niveau, puis qu'il mette un peu d'ambiance. » Donc au début, je le faisais de façon assez naturelle jusqu'à ce qu'il y ait ma fiduciaire qui me dit « Non, mais attends, tu déconnes, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu dois avoir une licence pour pouvoir faire ça. » Puis du coup, je me suis dit « Bon, ok, il faut une licence, mais je ne pensais pas qu'il fallait investir autant parce que c'est assez long pour pouvoir faire du recrutement, de la délégation. » Et ça, c'est un autre pôle que je suis en train de tester, qui est en train de vraiment porter ses fruits, parce que du coup, c'est vachement intéressant. On vient sur une approche de communication, on vient avec des conseils en planning stratégique, et puis après, on peut accompagner au fait de nos clients, bah, ok, vous n'avez pas les équipes à l'interne, on peut vous aider à trouver un data scientist, un data analyst, un développeur front-end, un directeur artistique, et puis du coup, au fait, je trouvais très, très complémentaire d'intégrer au fait ce noyau recrutement-délégation au sein de ma structure. Et puis là, on a eu la chance. Il y a beaucoup d'agences qui commencent à le faire parce qu'effectivement, c'est très demandé. Les clients veulent qu'on vienne chez eux et qu'on comprenne leurs vraies problématiques. Et puis, c'est pas juste une question de faire le travail par quelqu'un d'autre, c'est essayer disons, d'adapter aussi la structure interne. Et là, tu commences à avoir plein d'agences ou qui intègrent au sein de l'agence un team du client ou alors qui envoient chez le client, comme les agences de développement l'ont fait depuis longtemps. Hein. Ça, c'est pas. Tout à fait. Je trouve que c'est intéressant de voir que ça devient vraiment. Ça peut être aussi une source de revenus pour l'agence, c'est-à-dire un nouveau repositionnement. Exactement. Et pour moi, ça a été vraiment important, en fait, ces deux décisions. Il y en aura quelques-unes qui sont aussi en préparation parce que j'ai forcément profité, au fait, de cette période post-Covid. Hein. J'ai l'impression que c'est ce qui en ressort. Que nous, entrepreneurs actifs, au fait, dans les métiers de la communication, ben, on a passé beaucoup de temps seuls. Et puis du coup, en se posant des questions qui ont forcément été existentielles. Je pense que les notions alors, on le sentait hein, au niveau de la Suisse romande, beaucoup d'agences qui sont quand même, pour la majorité des agences qui sont responsables, où elles ont plus envie d'aller dans ce bullshit de communication. Elles comprennent bien qu'il y a une transformation qui est en train de se passer en direct dans nos structures et on se doit en fait véritablement d'innover. On se doit de proposer des choses nouvelles. Et puis là, je suis en train de préparer des petites nouvelles idées qui vont sortir au fait dans le deuxième semestre 2020. Alors, de toute ton expérience, qu'est-ce que tu peux partager pour des jeunes qui viennent de se lancer, qui n'ont jamais connu de situation, je dirais, aussi tendue qu'aujourd'hui? Parce qu'on peut imaginer effectivement que des structures vont disparaître parce que voilà, il y a une adéquation avec le marché, l'offre et la demande aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux retirer de toutes tes expériences? Parce que toi, tu n'as pas eu peur de te tromper, tu n'as pas eu peur de prendre des routes et disons de suivre ton instinct. Est-ce que c'est ça la recette? Et ils n'ont jamais connu se remettre aussi en question. Voilà, je dirais. Qu'est-ce que tu partagerais aujourd'hui un jeune qui peut se lancer ou qui s'est lancé et qui aujourd'hui se dit mais où est-ce que je vais? Voilà, il y a une adéquation avec le marché. Alors, c'est vraiment osé. Moi, je suis né à Lausanne, j'ai fait mes écoles à Lausanne, j'ai mes amis d'enfance à Lausanne et j'avais l'impression quand j'étais à Lausanne, notamment à Publicis, que j'avais une espèce j'étais dans un terreau, au fait, où pas qu'on me surveillait, mais que je n'osais pas, c'est-à-dire venir avec une idée, venir avec un concept, venir avec un concept d'entreprise. Et c'est vrai que le fait d'avoir déménagé à Genève il y a maintenant plus de 20 ans, tout d'un coup, le fait que personne ne me connaissait, au fait, sur ce marché, du coup, j'ai osé, au fait, j'avais pas peur de me planter. Personne ne me connaissait. J'avais eu ma petite expérience à Publicis, ma petite expérience au lab, mais personne véritablement me connaissait. Et je pense que ce qui fait la différence entre la Suisse et puis certains pays anglo-saxons, mais notamment l'Angleterre,
c'est que les gens osent oser. Ils sont vraiment, j'adore cette phrase, the only way to do it is to do it. La seule façon de savoir faire, il faut maintenant se lancer. Et je pense qu'à un moment donné, trop être cérébral, et on a peut-être un peu tendance ici à être très réfléchi dans des ambiances qui sont un peu calfeutrées, voire un tout petit peu calvinistes. Et puis, moi, ce que je conseille toujours aux jeunes, et je pousse, j'invite, j'aide beaucoup de structures en fait, à se lancer et d'entrepreneurs. Il faut y aller, et puis il ne faut pas avoir peur en fait, des conséquences. Moi, j'ai l'impression qu'on n'a qu'une vie, et il faut vivre véritablement sans regret. Et puis, parler d'un concept sans cesse, sans avoir testé si ça fonctionne, et c'est ce qui est vachement intéressant en fait avec le digital. Maintenant, avec le digital et les principes de monétisation, vous n'avez plus besoin forcément de créer une SARL, de créer, c'est-à-dire toute une structure. Vous pouvez tester sur des micro-marchés, des micro-campagnes, notamment en termes de monétisation, voir si ça tire, quels sont les retours, est-ce que ça marche, est-ce que potentiellement ça peut se scaler au niveau international. Et là, on voit qu'en fait, il y a des poches, notamment au niveau de ce qui est en train de se passer, où je pense que la Suisse, et notamment la Suisse romande, a une immense carte à jouer. Parce qu'on a un microcosme qui est assez génial entre l'innovation de l'EPFL, entre l'artistique de la aide et de l'ECAL, entre le terreau en fait, d'entrepreneurs, et puis le changement en fait, de paradigme. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de monter, on n'a plus besoin de business angel qui insuffle et qui injecte, c'est-à-dire 1 million dans une entreprise pour savoir si potentiellement elle va fonctionner, pas fonctionner. On le voit avec l'attraction, le changement, l'arrivée des Shopify qui sont complètement en train donc, disrupter en fait, le marché de l'entrepreneurship, ou certains petits entrepreneurs qui arrivent tout d'un coup à marquer des points au niveau international, se faire acheter de façon ultra rapide. Donc on est sur un marché qui est complètement décomplexé, et j'ai l'impression que le rôle de l'agence demain, et c'est comme ça que je le perçois, en tout cas c'est comme ça que moi je me perçois, ce sera une agence capable de servir en fait, ses clients sur une base assez classique, et finalement quelques petits projets satellites qu'elle maîtrise de A à Z. Parce que l'agence, en fait, finalement, elle a une connaissance très fine des tenants, des aboutissants. Elle est capable de pouvoir travailler autant sur un packaging, voire sur un produit. Elle est capable d'innover, en fait, sur un marché par le biais de brainstorming au niveau de ses équipes. Donc, elle peut venir avec une chaîne de valeur assez rapide. Et je pense que demain, ce que j'imagine beaucoup, notamment avec la Suisse romande qui a cette dimension de phénix, hein, et c'est pour ça que je ne m'inquiète pas trop sur le futur du post-Covid des structures. C'est vraiment cette capacité à innover et venir en fait avec des nouvelles idées, des nouveaux produits et des nouvelles approches. On le disait hors caméra, et d'ailleurs on aime le répéter à nos invités, que comme in Mag Life, c'est l'occasion de revenir, de rebondir sur de l'actu, sur des campagnes, sur des projets. Je pense que le rendez-vous est pris d'office avec David, tellement il a partagé avec nous, puisqu'effectivement, le temps qui nous est imparti est écoulé, on a un petit peu débordé, preuve qu'effectivement l'échange était très intéressant. On va tenter peut-être une dernière question. Là, je m'adresse à l'entrepreneur parce que j'ai bien aimé revenir par rapport à de rebondir sur la qu'on a sur la Suisse, sur les projets tous les trois. Je pense que le rendez-vous est pris d'office avec David, d'être des fois un peu trop prudent, tout en gardant un petit bout de prudence. Quel conseil, le premier qui te vient en tête, que tu partagerais avec celui ou celle qui désire se lancer, quel que soit le projet? Là, c'est l'entrepreneur qui doit parler. Quelle serait ta réponse? C'est quelque part oublier tout ce qu'a appris la personne, que ce soit au travers de ses études, d'être trop dans un carcan en fait, fermé. C'est tester, tester, tester. Mais quand je dis tester, tester, c'est tester dans la rue, c'est ouvrir sa porte, c'est tester avec sa grand-mère, c'est tester avec sa famille, c'est faire des micro-trottoirs avec son téléphone, c'est aller se confronter, c'est-à-dire au retour du client. Et puis le troisième, c'est d'être honnête, intègre et no bullshit. C'est-à-dire que ça, c'est les 3 points. On est dans un changement de paradigme, il y a une nouvelle société qui est en train de se construire.
Et le bullshit vision, valeur, etc., ça, à mon avis, c'est terminé. Et je pense qu'il faut qu'on revienne à des choses qui sont extrêmement simples. L'humain se reconnecte et quelque part, il se reconnecte. Et de par sa reconnexion, il y a une dimension peut-être un peu spirituelle, un peu concon. Mais du fait de cette reconnexion, il a besoin de vérité. Et je pense qu'on le voit au niveau politique, on le voit au niveau de la consommation, on le voit au niveau dans le rapport entre clients et agences. L'authenticité, ça me paraît, c'est une des clés. Eh bien, merci beaucoup pour ce partage. On rappelle Merci. notre invité David Pivoda, fondateur et directeur de l'agence Une. Voilà, on va probablement se reparler parce qu'effectivement, ça sera intéressant de garder cet angle de l'entrepreneuriat. Et je vous rappelle, On le voit au effectivement, les niveau dans le spaghettis, c'est rapport sans la cuillère, entre si jamais clients. vous ne l'aviez pas noté. Voilà. Merci beaucoup pour ton temps, pour ton partage. L'invitation donc est lancée. Et puis, on va se dire donc à très très bientôt, si ce n'est pas avant. Ah non, on doit dire une chose, nous, c'est pas demain. Hein. Oui, alors on allait se dire au revoir. Moi, je disais au revoir déjà à David, voilà. Et juste avant de le quitter, bien, il y a Pierre qui dit, on revient encore sur cette question de l'éducation. Voilà, on est plusieurs à se retrouver d'accord sur la question. Merci beaucoup, David, et à très très bientôt. Merci beaucoup à vous. Très très bien. Victoria, on va nous aussi se dire au revoir. Tu vois, j'avais oublié de te dire au revoir. Et puis on va alors on allait se dire au revoir. Moi je disais au revoir de ce Coming Mag Live. On va vous donner rendez-vous demain à 15h. Mais non, non. Il n'y aura pas de live demain. Bah oui, voilà, l'agenda de cette semaine est aussi un petit peu chamboulé. Et puis ça nous permettra de revenir sur la question de la grille d'été. Promis juré, on vous en dit un peu plus. Victoria, on va nous aussi se dire au revoir. Mercredi, on parlera d'événementiel qui est un des secteurs qui est le plus touché par cette pandémie. Je pense que c'est important de donner la parole à quelqu'un qui est vraiment dans ce secteur. Et on en sait quelque chose aussi. Allez, portez-vous bien et à très bientôt si ce n'est pas avant. Et puis ça nous permettra de revenir sur la question de la grille d'été. Promis juré, on vous en dit un peu plus. Victoria, on va nous aussi se dire au revoir. Mercredi, on parlera d'événementiel qui est un des secteurs qui est le plus touché par cette pandémie. Je pense que c'est important de donner la parole à quelqu'un qui est vraiment dans ce secteur. Et on en sait quelque chose aussi. Allez, portez-vous bien et à très bientôt si ce n'est pas avant. Et puis ça nous permettra de revenir sur la question de la grille d'été. Promis juré, on vous en dit un peu plus. Victoria, on va nous aussi se dire au revoir. Mercredi, on parlera d'événementiel qui est un des secteurs qui est le plus touché par cette pandémie. Je pense que c'est important de donner la parole à quelqu'un qui est vraiment dans ce secteur. Et on en sait quelque chose aussi. Allez, portez-vous bien et à très bientôt si ce n'est pas avant.